Documentaire. Œuvre cinématographique qui s'appuie sur des documents pour décrire une certaine réalité ou l'arranger selon les convenances. Un des films qui m'a beaucoup obsédé ces dernières années, c'est Non-film de Quentin Dupieux. Grave de Julia Ducournau. C'est Matrix des Wachowski. La Piel Calito de Pedro Almodóvar. C'est Harry Potter à l'école des sorciers. C'est un film à twist qui m'a un peu mis mal à l'aise. Sauf que le film n'a aucun sens. Les images parlaient d'elles-mêmes. L'image arrive et c'est un mec allongé dans une voiture. Il commence à marcher, il tombe sur un réalisateur. Vous êtes en train de faire un film? Il dit oui. J'avais 8 ans et c'était avec ma mère. Et c'était l'une des rares fois où on est au cinéma. C'est le premier film que j'ai vu sur DVD, mais de ma vie. T'entends en hors-champ quelqu'un tomber au sol, et du coup il le ramasse, il le ramène dans la voiture, et la scène recommence. Je me suis fait putain mais c'est pas possible, on n'arrive pas à rationaliser ce qu'on a vu. J'ai réécrit tout le 7e tome d'Harry Potter par moi-même en inventant tous les personnages. Je m'attendais à faire un truc de 2000 mots, je me suis retrouvée avec une carte de 8 pages Word. J'ai beaucoup aimé me rappeler de ce film et de rester un peu dans ce traumatisme malaise. Quelques années plus tard, j'ai revu le film, et plusieurs théories ont surgi de ce film sur plusieurs personnages qu'il y avait à l'intérieur du film. J'ai fait des flèches, des trucs dans tous les sens, j'ai décortiqué tous les souvenirs que j'avais et tout, alors que ce film m'a traumatisée. Il y a constamment cette impression d'un tapis qu'on vient de tirer sous les pieds. Ouais, enfin les autres ils me prenaient pour une folle. Tu en arrives à un point où l'histoire te trotte dans la tête pendant des jours et des jours. Ça fait 3 semaines que je l'ai vu et j'y pense encore énormément. Avec ce film qui m'est tout le temps resté en tête, j'avais tout le temps envie de le revoir. Tu réfléchis à des potentiels impacts que le film pourrait avoir eu dans ta vie. Il y a une grosse identification qui se fait, c'est sûr, et plus l'identification est forte, plus le tabou vient t'agresser de manière hyper violente. Ça peut être une folie maladive, et t'as le fou dans le sens passionné. Quand on parle de cinéphiles qui ont pas mal de galons, entre guillemets. Bah à partir du moment où t'as une passion pour quelque chose, pour moi c'est une névrose en fait. C'était mon échappatoire en fait, Harry Potter. Bah, je pense qu'on veut tous en tirer quelque chose. Ça apporte tellement de choses le cinéma. Le genre du documentaire s'est démocratisé depuis pas mal d'années, devenant un sujet d'étude dans les écoles de cinéma ou un moyen de trouver le sommeil sur chasse et pêche à 3h du matin. Mine de rien, beaucoup de cinéastes ont commencé leur carrière par des docus, l'avantage étant qu'ils peuvent traiter de quasiment tout et n'importe quoi. Enfin, vous me connaissez, on va pas se mentir, c'est surtout que les chaînes de télé sont très friandes de documentaires, donc c'est le secteur qui embauche le plus. Voilà voilou. Ce que je trouve juste dommage, c'est que le documentaire soit bien trop souvent relayé au rang d'exercice de réalisation, plutôt que considéré à part entière comme une œuvre cinématographique. Et s'il est mal vu, c'est parce que le genre est trop prosaïque dans une supposée industrie du rêve. Le réel a un côté indésirable que beaucoup de gens exècrent puisqu'ils veulent que le cinéma les fasse rêver. C'est triste à dire, mais beaucoup de personnes n'iraient pas voir de documentaires de leur plein gré parce qu'ils trouvent ça chiant. En fait. Pourtant, les documentaires sont des œuvres importantes. Par exemple, ils peuvent facilement avoir une forte portée politique lorsqu'ils mettent en lumière des réalités sociales. On en appelle à l'objectivité du réalisateur qui lui-même s'est donné pour fournir un travail de recherche le plus méticuleux possible. Les documentaires sont donc une partie importante du cinéma puisqu'ils permettent de nous rendre moins cons, ou tout du moins de nous apprendre des choses de façon pas spécialement romancée. Et c'est vraiment de la pure connerie que de considérer les docus comme des sous-films. Mais là n'est pas la question, parce qu'au cas où c'était pas assez évident jusqu'à présent, c'est au travail d'un documentariste qu'on va s'intéresser cette fois, Rodney Ascher. Et Ascher, c'est pas n'importe quel pélo qui va filmer 3 canards et se casser. Non. Quoi C'est un cinéaste qui s'intéresse aux névroses. Et il navigue sur une palette assez large qui va des traumatismes d'enfance à la paralysie du sommeil. Et, entre les deux, il y a le cinéma. C'est en 2010 qu'il réalise et autoproduit The S from Hell, un documentaire court qui aborde un traumatisme d'enfance. Pas de son enfance à lui, mais de l'enfance de ses intervenants qui ont été traumatisés par le logo d'une boîte de prod. Ouais, je sais, c'est tendu. Dans les années 60, la boîte Screen Gems se détache du logo de Columbia Pictures, leur société de gestion, pour partir vers leur propre identité visuelle. Et putain, je dis pas merci au motion designer qui s'est coltiné le boulot, parce que putain mec, you had one job. Pourtant, rien de sorcier. Le film ne dure que 8 minutes et on n'a accès qu'à 3 témoignages de quelques phrases, mais c'en était assez pour nous faire parvenir un sentiment d'inconfort. Pourquoi d'inconfort? Parce que les films d'Ascher sont officiellement des documentaires, mais tentent de façon
façon plus officieuse vers le genre de l'horreur. En fait, ces films, c'est un peu comme quand tu regardais les 30 histoires les plus étranges et que t'étais tout seul chez toi à flipper ta race. En 2015, il a remis le couvert avec The Nightmare, documentaire sur la paralysie du sommeil. Et là, il y a même plus à chercher midi à 14h, hein, c'est clairement de l'épouvante. Sa mise en scène s'est perfectionnée avec les années et glace le sang pour nous plonger dans la psyché de ses intervenants. Asher parle de la peur et des névroses. Et ce serait ne pas avoir compris son taf si je vous disais pas que ses œuvres ont un côté très psychanalytique. Il laisse parler ses invités sans intervenir, comme un psy ne coupe jamais le flou de pensée de ses patients. Que ce soit à propos des peurs irrationnelles de The S from Hell ou des personnes traumatisées par leurs expériences nocturnes. Mais entre ces deux films, il y a eu Room 237. Et tu seras bien content de savoir que si le film t'intrigue d'ici la fin de la vidéo, bah il est disponible sur Netflix. Bref, si tu as réussi à raccrocher les wagons, tu te doutes de quel monstrueux réalisateur on va parler. Room 237 est le nom de la chambre maudite de l'Overlook Hotel où se déroulent les événements paranormaux de The Shining. Coucou Stanley! Et là déjà on est high sur l'échelle de l'étudiant branle-couille en fac de cinéma. J'ai beau avoir déjà parlé de Kubrick dans un précédent épisode, on ne saurait même pas effleurer son travail tellement celui-ci est riche et continue d'alimenter les fantasmes du public. En l'occurrence, c'est sur Shining qu'on va s'attarder aujourd'hui puisque c'est le sujet du documentaire que je vais vous présenter. Enfin oui et non. Room 237 est un documentaire de Rodney Asher sorti en 2013 et qui fait état de différentes théories sur le sens profond de The Shining, adaptation très libre du roman de Stephen King. Il a écumé les festivals et fait rire plus d'un fanatique de Kubrick qui n'a trouvé dans ce film qu'un condensé de conneries. Pourtant c'est une œuvre importante car elle aborde indirectement un sujet sensible, la vie d'une œuvre après sa diffusion, la vie d'une œuvre dans le regard de ceux qui la voient et après. Ce n'est pas tant un documentaire sur le film que sur les interprétations de Shining. Il donne la parole à des cinéphiles qui ont fait du film une obsession et qui pour certains ont passé des années à tourner et retourner le film dans tous les sens pour essayer d'en extraire un message caché. 5 intervenants vont donc prendre le relais et donner le fruit de leur visionnage multiple du film. Bill Blakemore, un journaliste de guerre, Geoffrey Cox, un prof d'histoire, Julie Kunz, une scénariste, John Fell Ryan, un blogueur, et mon petit préféré, Jay Weidner, un bon conspirationniste des familles. Ce qui m'a frappé au visionnage de ce film, c'est que c'est un documentaire, certes, mais qu'on n'y voit ni les protagonistes, ni le réalisateur qui n'apparaît à aucun moment. Ou tout du moins, ils apparaissent de façon indirecte. C'était une façon pour Asher de détourner le genre du documentaire afin de créer quelque chose de nouveau qui flirte avec le docu-fiction. Il identifie les voix de ses invités au début en indiquant leur nom, puis au fil que leur théorie se dévoile, on ne sait même plus qui est qui. Paradoxalement, c'est en voulant résoudre un puzzle que Rodney Asher en a créé un autre. Les entretiens avec ses intervenants ont tous été réalisés par Skype, on n'entend que leurs voix qui s'entremêlent comme si elles ne représentaient qu'un seul et même tissu de réflexion, de théorie et de sens fantasmés donnés au film. Je disais que les intervenants n'apparaissent pas à l'écran mais c'est à la fois vrai et faux. Ils n'apparaissent pas physiquement mais leurs propos et expériences sont à chaque fois mis en scène par des extraits de films. Et ce procédé se répète plusieurs fois, minimum une fois par intervenant. Mais comme je sais qu'on s'en bat les gonades, parlons des théories. Je sais que ça titille votre curiosité mais je vais pas toutes vous les détailler parce que je vous laisse le plaisir de les découvrir par le film. Et comme ça vous pourrez constater par vous-même à quel point certaines vont loin. Hypothèses fumeuses, surenchères ou analyses construites, il y en aura pour tous les goûts. Et si je vous disais que Shining parle autant d'une famille qui se fait hanter par des fantômes que du massacre des Indiens d'Amérique? Je suis pas tombée de ma chaise, t'inquiète, mais c'est ce que Bill Blakemore en a compris. Et ce qui l'a frappé lors de son premier visionnage du film est un truc tout con. Une simple boîte de conserve qui, selon lui, serait tout un symbole du génocide des Indiens d'Amérique. Il s'appuie aussi sur une phrase du film qui dit que l'hôtel a été construit sur un ancien cimetière indien. Donc le sang qui s'écoule des portes de l'ascenseur pendant une scène culte de Shining ne serait autre que celui des morts indiens qui gisent au sous-sol. Pas glauque du tout, quoi. On continue dans les joyeusetés avec Geoffrey Cox qui relie Shining à la Shoah. Ce qui a retenu son intention, c'est la machine à écrire de Jack. Toi-même tu la connais. Et déjà tu remarques qu'on part à chaque fois sur des détails qui pourraient être insignifiants. C'est une machine à écrire de marque allemande qui ne serait pas si insignifiante que ça selon lui si on s'appuie sur la finesse de Kubrick et son sens du détail. Il appuie son propos en expliquant que les personnages de Wendy et Danny ne sont autres que les victimes de ce génocide, portés par un Jack totalement déshumanisé qui essaie de forcer un passage dans la salle de bain. Autre détail cocasse que Cox relève, l'utilisation des fondus enchaînés pour faire passer des messages cachés. Et là on n'a pas affaire à un détail à la con puisqu'il est véridique que Kubrick a beaucoup travaillé sur cette technique dans ses films. Lorsque les Torrens arrivent à l'hôtel pour s'installer, leurs bagages se fondent dans une famille de touristes, qui évoquerait pour Cox un symbole de la déportation.
Allez, celle-là je l'aime bien parce qu'il faut vraiment aller chercher très loin. De ce que j'ai compris, le blogueur John Fell Ryan avait lu l'analyse de Mastermind sur Shining et s'est dit « Tiens, mais dis donc, pourquoi pas projeter le film à l'envers et à l'endroit en même temps ?» Il a donc projeté les deux versions du film en les superposant, ce qui a donné lieu à des plans très symboliques et légèrement perturbants. Mais faudrait être totalement allumé pour penser que c'était délibéré de la part de Kubrick. Je pense surtout qu'il sait très bien composer chaque plan et que le reste n'est qu'un joli concours de circonstances. Et il en dit quoi notre chasseur de conspiration? Pour Jay Weidner, Shining a été une façon pour Kubrick d'avouer son implication dans le faux alunissage d'Apollo 11. Mais oui, c'est clair! Pour lui, les preuves sont beaucoup trop nombreuses. À commencer par le numéro de la chambre 237, qui ne serait autre que la distance entre la Terre et la Lune. Le motif sur la moquette ressemble à celui de la piste de lancement de la mission Apollo 11, et... Oh putain, attends, pause. Qu'est-ce que je vois sur le pull de Danny? Il se justifie même en expliquant que c'est pour ça que Kubrick a tant tenu à s'éloigner du livre de King. Au point qu'il lui lève un bon gros majeur vers le ciel dans une scène d'accident de voiture où on voit la vraie voiture des Torrens dans le livre. En mode boom bitch, c'est mon film, ton bouquin je lui pisse à l'arrêt. En même temps là on a affaire à un mec qui croit avoir vu la tête de Kubrick dans les nuages. Mec, t'as craqué. Perso, je cherche toujours. Hein. Pour la scénariste Julie Kearns, c'est l'avènement de la vidéo qui l'a aidé à découvrir un message caché du film. En effet, lorsque Danny revoit les jumelles dans la salle de jeu, un poster a retenu son attention. Un poster de skieur, tout ce qui a pu random dans un hôtel à la montagne. Sauf que pour Kearns, il ne s'agirait pas tant d'un skieur que d'une figure de Minotaure. Elle fait ainsi le lien avec la scène finale, où Danny se fait poursuivre par son père dans le labyrinthe et réussit à s'échapper en retraçant ses pas à la façon d'un fil d'Ariane. Et on sait également que dans le roman de Stephen King, il n'y avait pas de labyrinthe. Il s'agit d'un ajout délibéré de la part de Kubrick. Un parallèle peut également être fait entre le labyrinthe et l'hôtel en lui-même. Kearns a poussé sa fascination jusqu'à créer un plan et une maquette de l'Overlook Hotel presque à l'échelle. Sauf qu'elle a réalisé que ce que l'on nous montre des lieux ne colle pas avec les plans en question. Certaines pièces par exemple sont des anomalies, comme le bureau du proprio où Jack passe son entretien d'embauche au début du film. La fenêtre du bureau est lumineuse, claire, agréable, mais elle ne peut pas exister. Elle est censée donner sur un couloir. Et ce genre de détails distillés tout au long du film contribue au sentiment d'inquiétude qui traverse Shining, anomalies diverses qui nous font questionner la réalité de ce qu'on est en train de regarder. Kubrick a envoyé une équipe étudier pendant 3 mois les lieux du tournage, donc je pense que cette façon de perdre le spectateur dans l'hôtel est délibérée afin d'amener les personnages à s'y perdre aussi. Sont aussi passés au crible dans Room 237 les incohérences cumulées par le film, faux raccords que Kubrick n'a sans doute pas laissé passer sans état de conscience. Par exemple, le fait que la télé ne soit pas branchée quand Danny et Wendy regardent un film, ou qu'une chaise disparaisse d'un plan sur l'autre. Ce serait, selon les intervenants, une façon pour Kubrick de subtilement parodier les films d'horreur. En bref, compte tenu du perfectionnisme de Kubrick, désigné à raison comme l'un des cinéastes les plus maniaques de son siècle, voire de jamais, il est curieux de voir que des tas de faux raccords et d'incohérences se sont glissés dans son film. Surtout qu'avec un mec qui a un QI de 200, ça devient de plus en plus suspect. C'est là-dessus que s'appuient certains arguments des intervenants, et je pense qu'on n'est pas que sur de la connerie. Kubrick était un obsédé de son art, autant qu'un obsédé du détail. Il avait la réputation de ne rien laisser dans le cadre par hasard et aller jusqu'à placer lui-même des éléments dans le décor. Ce qui me fait terriblement penser à Lynch qui est allé jusqu'à placer lui-même les grains de sable sur le visage de Laura Palmer dans Twin Peaks. Concernant Kubrick, il y a d'ailleurs un documentaire qui en parle bien mieux que moi, Stanley Kubrick's Boxes, mais que je n'ai pas réussi à trouver en intégralité. Grosso merdo, ça évoque une obsession que Kubrick avait pour trouver des boîtes qui s'imbriquent parfaitement entre elles. Et il mettait des boîtes dans des boîtes dans des boîtes, et si une boîte avait le malheur d'avoir un défaut de fabrication qui faisait qu'elle n'était pas parfaite, il incendiait la compagnie au téléphone. Quand bien même ces intervenants auraient tous craqué leur slip, ce qui est intéressant de noter est à quel point des personnes radicalement opposées ont été réunies autour de leur obsession commune pour le film. De plus, Asher a laissé la parole à des gens qu'on ne retrouverait pas forcément dans un documentaire plus traditionnel sur le cinéma. Je pense surtout à mon poteau des théories du complot. Asher ne prend à aucun moment parti dans les théories qu'il expose, et la magie du film ne réside pas en elle, qu'elle soit complotiste ou qu'elle se base sur des faits réels. Room 237 est autant un film sur les théories qu'il présente que sur l'obsession des intervenants. Shining raconte l'histoire d'une famille qui sombre dans la démence à cause d'un hôtel possédé, et là on assiste à la même chose, des cinéphiles qui se sont fait dévorer par un film puissant. Mais le plus important, c'est qu'il nous fait revivre une œuvre au travers des yeux de ceux qui l'aiment, qui y ont envoyé une partie de leur parcours. Le critique de cinéma Rafik Djoumi écrivait à propos de Room 237, il rappelle le droit imprescriptible à l'exégèse de la part de n'importe quel spectateur et sur l'objet culturel de son choix. Il est tout à fait permis d'aller trop loin, de surinterpréter une œuvre et de se risquer à dépasser les intentions des créateurs. The Shining reprend vie dans leurs propos qui posent leur propre vision du film, parce qu'il y a une infinité de sens possibles à un film autant qu'il y a de spectateurs pour le regarder, parce que sans
sans des spectateurs et des cinéphiles, il y aurait peut-être pas de cinéma. Un réalisateur est déjà le spectateur de son propre travail, il apporte sa vision à son projet. Mais après, son œuvre va continuer à vivre dans l'esprit du public qui va se l'approprier. Sans doute la dénaturer aussi, mais c'est ça la beauté de la chose. Un film n'a pas de nature prédéfinie si ce n'est d'être 24 images par seconde qui défilent sur une bobine. Et je pense que Kubrick est le premier à avoir compris ce principe. A-t-on tous compris la même chose de 2001 l'Odyssée de l'espace? Sommes-nous ne serait-ce que proches de la vision de Kubrick et du sens qu'il lui donnait? Eh ben j'en suis pas sûre. Le premier film qui a commencé à vraiment me faire disséquer ses plans et m'a obsédé à comprendre son vrai sens était Sucker Punch. J'en parle déjà dans ma vidéo sur le film, je vais pas tourner en boucle, mais à l'époque de sa sortie, je traînais sur des tas de blogs qui proposaient des interprétations faites, refaites et surfaites du film, parce que selon moi, il avait encore beaucoup à offrir après son visionnage. Donc pour être rentrée moi-même dans ce procédé de surinterprétation, je peux vous dire que les intervenants de Room 237 sont loin d'être des tarés. Stanley Kubrick était un génie, et je pense que c'est pas peu cher de vouloir percer les secrets d'une réalisation aussi intelligente. Et forcément, ça porte à extrapoler un peu, voire beaucoup. Le cinéma est l'art qui, selon moi, est le plus beau, parce que le cinéma nous fait ressentir des émotions, il nous passionne, il nous fait tomber amoureux, il nous révolte, il nous obsède, il peut nous rendre fous. Et être cinéphile, c'est être forcément un peu névrosé. Don't